On a vu des républicains, les communards, les protestants bien entendu. Après la révocation de l'édit de Nantes, de nombreux journalistes aussi qui attaquaient le pouvoir. Une quantité de gens qui n'avaient pas commis de crimes particuliers. Le problème, c'est qu'ils étaient en général très maltraités, enfermés sans jugement préalable, en quelque sorte. Victimes d'une terrible injustice, ces condamnés n'étaient pas au bout de leur peine, car leurs conditions de détention étaient cauchemardesques. Les cellules du château d'If étaient toutes pleines, et les conditions étaient absolument atroces. L'enfer a quelques encablures du port de Marseille. Mais pas pour tout le monde, car tous les détenus d'If ne sont pas logés à la même enseigne, surtout ceux issus de milieux aisés. Le père de Mirabeau, qui était tout jeune à l'époque, donc fit enfermer son fils. Il resta plusieurs mois au château d'If, mais dans des conditions de confort un peu plus soignées. C'était dans les étages supérieurs du fort et quelquefois ils pouvaient même avoir une bibliothèque, un valet à leur service. Donc c'était des conditions très particulières. Si Mirabeau a pu profiter de conditions acceptables, le mythique Dantès, lui, n'a pas eu la chance d'occuper les étages supérieurs. Dantès, de son côté, a été enfermé dans un cachot des plus affreux, dans la pourriture, avec pour seul compagnon les rats, les araignées, et dans des conditions où il avait un morceau de pain qui lui faisait la semaine. Et c'est bien cet enfer que Dantès va devoir supporter, muré dans son silence et ruminant sa vengeance. C'est des années comme ça, de silence, jusqu'à ce qu'il rencontre l'abbé Faria, son voisin de cellule, où il va accéder par un tunnel à la cellule de l'abbé Faria. Lui a appris la philosophie, une certaine sagesse, etc. Il se dit aussi que l'abbé Faria aurait confié à Dantès un plan qui mène à un trésor. Pour Dantès, c'est un déclic. Il voit là l'occasion de faire fortune et d'assouvir sa soif de vengeance. Alors je ne pense pas qu'on puisse dire qu'Edmond Dantès est devenu meilleur après son séjour au château d'If, parce que son seul objectif était de se venger de ceux qui l'avaient conduit en ce lieu. La vengeance n'est pas une vertu très chrétienne, si on peut dire, donc on ne peut pas dire que ça l'a rendu meilleur. Mais pour atteindre son objectif, Dantès doit avant tout survivre dans cet enfer carcéral, véritable lieu de non-droit. Au château d'If, il n'y avait pas de loi, en quelque sorte. C'était un gouverneur qui s'occupait donc de la gestion et des prisonniers. Il agissait un petit peu en maître absolu. Un gouverneur tyrannique qui pouvait faire tout ce qu'il voulait sur cet îlot à l'abri des regards. Il avait le droit de vie ou de mort sur les pensionnaires du château d'If et il était facile de faire disparaître les corps. Beaucoup de prisonniers sont morts à l'île d'If et on aurait dit, mais j'en ai pas la preuve, la certitude, que certains prisonniers en fin de vie ou mort étaient mis dans un sac et jetés à la mer. Et le mystère s'épaissit encore quand il s'agit de démêler le vrai du faux. Sous la plume d'Alexandre Dumas, un mythe est né. Il prend ses racines ici, à If, et va faire le tour du monde. Les gens se sont appropriés l'histoire d'Edmond Dantès au point qu'ils se sont persuadés que ce n'était pas un roman, mais une histoire véridique. Alexandre Dumas s'est inspiré d'un fait divers qui a eu lieu à Paris en 1801. Il s'agit de l'arrestation d'un cordonnier, François Picot, qui a été victime d'une odieuse machination et qui a fait des années de prison. Pour la prison, il s'empare de l'atmosphère du château d'If, véritable lieu de souffrance pour en faire l'écrin d'une incroyable résurrection. Si le château d'If est une réalité faite de pierre et de sang, le mythe de Monte Cristo et son mystère rôde toujours sur ce piton rocheux connu du monde entier.